Dans cette vidéo, on va aller explorer ensemble Grosse-Île et le mémorial des Irlandais, son passé et ses secrets. J'ai fait un collage-montage de quelques vidéos dont je n'ai pas les droits d'auteur, incluant la vidéo d'introduction. Ici, j'ai aussi restauré une vieille vidéo que j'avais déjà faite sur Projet N et Grosse-Île. Et j'ai expérimenté un séjour sur Grosse-Île que je vais aussi vous partager. Je vous invite donc pour un des secrets dévoilés du fleuve Saint-Laurent. Alors suivez-moi pour cette petite exploration sur Grosse-Île, terre d'accueil des Irlandais qui fuyaient la famine due aux pommes de terre contaminées, mais aussi nous livrer d'autres secrets sur cet endroit qu'on pourrait qualifier de mythique, qui a failli avoir un rôle très important lors de la Deuxième Guerre mondiale. Alors que vous envisagiez d'y aller ou non, je vous invite à visionner ce petit montage pour voir une partie de notre patrimoine. Une visite sur une fenêtre de notre passé. C'est également ici que certains phénomènes vont rentrer en application. Le tour guidé partant de la marina de Berthier-sur-Mer, une petite municipalité rurale de 1500 habitants, avec de jolies maisons patrimoniales offrant une vue magnifique, située en bordure du fleuve Saint-Laurent où l'eau commence à être vraiment salée, cet endroit-là. Grosse-Île, on va aller visiter les usines, le laboratoire secret d'Anthrax. Seulement 45 minutes de la capitale Québec. L'excursion dure 6 heures. Ce qui donne l'impression d'une sortie éloignée à proximité pour booker votre fin de semaine avec un coût d'environnant 80 $ canadiens par personne. C'est extrêmement rentable puisque ça comprend la croisière aller-retour, une visite guidée sur le parc avec plusieurs guides, un petit tour guidé en train. Il y avait 5 acteurs lors de notre séjour sur l'île. Et chacun vraiment excellent. Malheureusement, je ne les ai pas tous filmés pour vous garder des surprises lors de votre visite et me garder une réserve quant à filmer à leur insu. J'espère que vous allez bien. Oui. C'est ce que nous allons voir. Alors, je me présente. Je suis Yvonne Baudry, infirmière en chef ici à la station de quarantaine. Mon rôle est d'assister au traitement et à l'inspection des immigrants. Vous. Excellent. Alors, je suis navrée de vous informer que vous êtes tous et toutes dans l'obligation d'effectuer une quarantaine d'observations ici. En effet, nous avons déclaré, des cas de variole à bord de votre navire. Ainsi, mais il y a une bonne nouvelle. Par contre, c'est que... Donc en fait, pendant le processus de désinfection, nous allons vous demander de monter à l'étage et passer par les douches désinfectantes que vous allez pouvoir aller voir tout à l'heure avec mademoiselle Chloé. Secteur de quarantaine, secteur centre, secteur village et secteur Est sont l'autre de l'île, donc vraiment secteur médical. Ici, ça les dynamos, donc on va avoir l'électricité à Grosse-Île à partir de 1902. Donc les bateaux ne peuvent tout simplement pas voyager. Là, les soirées, les douches aussi à l'étage parce qu'elles sont également elles-mêmes chauffées. On ne fera pas prendre de douche froide pour les immigrants, bien sûr. Et avec ça, on va faire l'électricité des douches, effectivement. Faire un choix ici, pour que ça soit plus réaliste. Quelques salles et bâtiments rénovés que vous pouvez accéder, qui sont transformés en musée. Et avec l'aspect d'origine pré-1939, entre la fermeture de l'île de quarantaine et l'ouverture des laboratoires secrets d'Anthrax.
beau bonhomme. Je n'ai pas trouvé de restaurant ou de truc qui vendait des aliments du côté de l'île, mais vous pouvez amener vos consommations, votre lunch. Vous pouvez acheter des consommations sur le bateau ou apporter les vôtres. Je vous conseille donc de vous amener un petit quelque chose lors de votre expédition. À l'époque, on désinfectait dans une solution de mercure avec les bons conseils judicieux de la santé publique qui sont toujours restés excellents au travers les époques, dis-je avec un certain sarcasme. Monsieur Masson, chiquez toujours du tabac quand vous transportez des malades. Ainsi, vous n'attraperez ni microbes ni virus, disait le docteur Martineau. Une visite de l'ambulance d'origine restaurée de Pitt Masson, ainsi que de l'école et la chapelle à proximité, juste en face. Le tout lors de votre visite guidée en train. Vous aurez aussi droit à casser une feuille de chou puant, une variété de plantes apparemment qui poussent seulement sur Grosse-Île. Et les porcheries. Aujourd'hui, ces bâtiments sont disparus et se dressent sur le terrain les bâtiments de la quarantaine animale construits par Agriculture Canada en 1965. Entre 1901 et 1917, plus d'1 million d'immigrants entrèrent au Canada par le port de Québec. C'est dans ce contexte que furent... Les lazarets étaient les dortoirs érigés pour soigner les patients. Ils ont beaucoup évolué au fil du temps et il n'en reste qu'un seul. Le dernier bâtiment qui reste. La variole étant une maladie très sensible à la lumière, à l'époque, on pensait que la salle rouge aidait le patient à se soigner de la variole, étant la dernière couleur du spectrum lumineux UV. Tout ne commence pas en 1847, mais quelques années plus tôt, en 1845, on a un bateau qui part des États-Unis pour se rendre vers l'Europe, qui a une cargaison de pommes de terre, des pommes de terre qui ont malheureusement une moisissure qu'on appelle le mildiou. Qu'est-ce que ça fait le mildiou? Ça fait pourrir la pomme de terre à même. Le cimetière composé de fosses communes, apparemment 5400 corps seraient enterrés là, mais dans des cercueils individuels. On peut se demander un peu comment c'est possible, mais il y aurait 3 sites d'enfouissement sur l'île. On peut voir aussi qu'il y a des renfoncements dans le gazon pouvant représenter le bois pourrissant des cercueils. De longs vitrails composent le mémorial avec les gravures des 5400 défunts. Plusieurs non identifiés représentés par des bateaux. Sur le site, on peut y retrouver la croix celtique la plus haute au monde, soit 14 mètres de haut, avec ses 4 plaques commémoratives de gravées. Ceux qui voyageaient à bord de la 3e classe, on parle d'un salaire de 1 an à 1 an et demi pour fuir le pays et pouvoir s'embarquer sur ces bateaux. Les gens étaient tous entassés dans des conditions pitoyables, des endroits mal aérés et non salubres. Tandis que ceux qui arrivaient en première classe avaient tous une petite chambre munie d'un lavabo, eau chaude, chauffage. Les autres étaient tous entassés dans des dortoirs. Plusieurs personnes partageant les mêmes salles de bain, favorisant la prolifération des microbes avec leur incompréhension et l'hygiène de l'époque. Visitez les musées d'objets sur place, ainsi que la boutique ouverte lors de votre séjour.
Bien que la visite endossée par Parc Canada soit surtout concentrée sur l'immigration, les Irlandais et Grosse-Île en tant que quarantaine, dépendamment de votre guide, vous allez aussi en apprendre autres à propos des laboratoires secrets d'anthrax et des théories de la famine perpétuée par l'Angleterre ou autres. Mais tout dépend de votre guide et les questions que vous posez aussi. Et bien entendu, de ses connaissances acquises. Avant de procéder à votre expédition, apportez-vous un lunch ou achetez-vous la boîte repas sur place ou profitez des food trucks ou des restaurants offerts à la marina de Berthier-sur-Mer. Je vous conseille donc d'aller visiter par vous-même ce lieu pour en apprendre plus sur l'origine de l'immigration et la colonisation au Canada. Allons maintenant visiter les aspects plus sombres de l'île. Mais regarde juste ici à côté, là, à Montmagny, là, tu sais, il y a 439 litres d'anthrax qui a été déversé jadis là, dans le fleuve direct. Là. C'est à Grosse-Île, dans le Saint-Laurent, au Québec, que des scientifiques canadiens ont massivement produit de l'anthrax, ou bacille du charbon, une bactérie dangereuse mais idéale pour la fabrication de bombes bactériologiques. Tout aurait été détruit après la fin de la guerre, mais est-ce vraiment le cas? Des militaires et des scientifiques qui jusqu'ici avaient gardé le silence lèvent aujourd'hui le voile sur un pan de notre histoire. Ce scénario n'a rien de science-fiction. L'anthrax est une arme redoutable, comme le démontrent les attaques terroristes à la lettre piégée en 2001 aux États-Unis. Pourtant, ce sont des gouvernements et non des terroristes qui ont transformé cette bactérie en arme de destruction massive. Et c'est le Canada qui a été le premier dans l'histoire à produire massivement l'anthrax à des fins militaires, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans un laboratoire ultra secret. Un laboratoire situé au Québec, sur une île du fleuve Saint-Laurent, près de Montmagny. Grosse-Île. Cette île, qui a servi dans le passé de lieu de quarantaine et de dernier repos à des milliers d'immigrants irlandais. On était à une des plus grosses usines qui produisait l'arme bactériologique anthrax, jusqu'à ce qu'ils déclarent que, OK, c'est illégal de faire ça, là, puis c'est mal, là, les armes bactériologiques. Fait qu'ils ont déversé les 439 litres d'anthrax dans le fleuve. C'est là que va naître le projet N, le nom de code militaire pour l'anthrax. Cette histoire, nous la racontons pour la première fois à la télévision grâce à des documents obtenus par la loi sur l'accès à l'information, des documents qui étaient secrets depuis la Seconde Guerre mondiale. Craignant que l'Allemagne nazie soit tentée par une guerre bactériologique, les Alliés lancent en 1941 un programme de développement d'armes de guerre biologiques. C'était secret, il n'y avait pas des panneaux là, sur l'autoroute qui disaient « laboratoire qui fabrique l'anthrax ». Par là, puis... Le premier ministre Winston Churchill confie la production militaire du bacille du charbon à ses alliés américains et canadiens. Il commande 1 demi-million de bombes à l'anthrax. Objectif, éliminer les populations de 6 villes allemandes, dont Berlin. Et c'est le prix Nobel canadien Frederick Banting, à qui l'on doit l'insuline, qui va pousser pour la mise sur pied d'un programme de guerre biologique. Dans son journal, il écrit vouloir tuer froidement 3 à 4 millions de jeunes Allemands pour casser la machine de guerre nazie. Nous devons tuer 3 ou 4 millions de jeunes Allemands, sans merci, sans pitié. Il est de notre devoir de les éliminer. Au Canada, Banting a déjà persuadé le Conseil national de la recherche d'aller de l'avant. Des études secrètes sur les agents de guerre biologique sont en marche dans les universités canadiennes. Mais elles manquent de fonds. Banting va convaincre des hommes d'affaires de financer directement la recherche militaire. C'est que d'éminents gens d'affaires canadiens ont été impliqués dans le financement de la recherche militaire, y compris celle sur la guerre bactériologique. Parmi eux, Samuel Bronfman, propriétaire de Seagram et président du Congrès juif canadien. Il assistera personnellement à toutes les réunions du comité supervisant le développement de ces armes. L'ordre est donné de tester une bombe à l'anthrax. Le lieu est choisi, Greenard,
une petite île inhabitée au nord-est de l'Écosse. Toutes les bêtes sont mortes. L'expérience démontre l'efficacité redoutable de l'anthrax. Mais le succès militaire tourne bientôt à la catastrophe. Toute l'île est contaminée. Des spores d'anthrax parviennent même jusqu'à la côte, décimant des troupeaux entiers. Grosse-Île n'est qu'à 4 milles de la côte. Selon Murray et Mitchell, il faudrait une distance de 50 000 pour éviter tout risque de propagation. 50 miles pour être safe? Pas grave, on va aller faire ça à Québec, à 4 miles des villes. Un scientifique canadien de l'Université Queen's, Guilford Reed, travaille déjà sur ce nouveau type d'arme. Les recherches sont coordonnées par 2 professeurs de l'Université McGill à Montréal. Otto Maass, du département de chimie, et E.G.D. Murray, du département de microbiologie. Murray dirige le M1000, un comité secret du Conseil national de la recherche. Il va convaincre les États-Unis de se lancer eux aussi dans la recherche. L'entente secrète Canada-États-Unis est finalement conclue au château Frontenac de Québec en juillet 1942. Grosse-Île devient alors officiellement la War Disease Control Station, l'un des endroits les plus secrets de la Seconde Guerre mondiale. Grosse-Île sera divisée en 2 parties, l'ouest de l'île pour le projet R, R pour Rinderpest, la peste bovine, et l'est pour la production d'anthrax, c'est le projet N. On y retrouve une trentaine de chercheurs. La sécurité de l'île est assurée par une centaine de soldats, dont André Williams. Là, en arrivant, premièrement, aussitôt qu'on a débarqué, là on s'est mis en rang, tous ceux qui débarquaient. Là, ils nous ont emmené un pamphlet, faites lire un pamphlet. Là, vous faites partie du Top Secret Service. Fait que le type, le show de l'île, c'est la War Disease Control Station. J'ai encore on se faisait abattre, c'était marqué « If you talk too much, this man may die ». Si vous parlez trop, cet homme peut mourir. Ben là, c'est votre patron qui avait dans le miroir. Mais il était très défendu de parler de ce qui se passait là. Seul le ministre et quelques hauts fonctionnaires avaient le droit de savoir ce qui s'y passait vraiment. Les recherches en laboratoire sont dirigées par Richard Shope du Rockefeller Institute. Il s'entoure de jeunes scientifiques particulièrement doués. Ils m'ont envoyé chercher une nouvelle souche de virus qui avait été prélevée en Inde, je crois. Je devais me rendre à Washington et ramener l'échantillon à Grosse-Île. Vous savez, l'anthrax a été choisi d'abord parce qu'il résiste aux explosions. On peut ainsi utiliser des spores d'anthrax et les charger dans des bombes. Lors de l'explosion, l'anthrax se répandra ainsi autour de l'impact. La deuxième raison pour laquelle on a choisi l'anthrax, c'est parce qu'il est susceptible à la pénicilline. La pénicilline, c'est un nouveau médicament que produisait massivement le Canada. Et enfin, la troisième raison, c'est que la meilleure arme biologique, c'est celle pour laquelle vous disposez d'un antidote, mais bien sûr, pas l'ennemi. « 120 kilos, c'était la quantité jugée nécessaire pour la production de 1500 bombes à l'anthrax. 1500 bombes par semaine. Un objectif très ambitieux. L'équipement de Grosse-Île, qui date du 19e siècle, est désuet. Les autoclaves ne sont pas suffisamment étanches et ont besoin de réparation. Plus inquiétant encore, certains travailleurs tombent mystérieusement malades. Cher Dr Maass, je viens d'apprendre par le colonel Cameron que le major Walker est hospitalisé à Québec et qu'il souffre d'une fièvre mystérieuse. Le colonel Cameron n'était pas en mesure de me donner plus de détails et il ne connaît pas non plus le diagnostic. Un document produit à l'époque demeure introuvable, notamment tous les rapports mensuels du projet N. Toutefois, le rapport final, obtenu par la loi sur l'accès à l'information, fait état de 2 cas de contamination à l'anthrax. Les victimes sont des techniciens.
de mémoire, je crois qu'ils ont aussitôt été envoyés en isolement dans un hôpital de Québec. Isolation, Québec. 1943. L'Allemagne continue de dominer en Europe. Le débarquement raté des Alliés à Dieppe a sapé le moral des troupes. De l'autre côté de l'Atlantique, les sous-marins allemands sont de plus en plus présents dans le golfe Saint-Laurent. Une situation qui préoccupe constamment les autorités de Grosse-Île. Les militaires ont d'ailleurs établi un poste de surveillance sur le point le plus élevé de l'île. L'isolement de l'île en hiver est un autre problème. Il rend difficile l'envoi d'échantillons d'anthrax à d'autres laboratoires alliés pour en évaluer la virulence. Ces bactéries mortelles étaient placées dans des cruches recouvertes d'osier. Pour les résidents de Montmagny, Grosse-Île demeurait un mystère. Certains craignaient même d'approcher les militaires qui venaient à la ville en permission. L'état-major britannique esquisse alors un plan d'attaque, une véritable opération de terreur biologique. On veut utiliser ces centaines de milliers de bombes à l'anthrax pour éliminer les populations de 6 villes allemandes. Et la Chapelle, Wilhelmshaven, Stuttgart, Francfort, Hambourg et Berlin. À Grosse-Île, toutefois, les problèmes de production d'anthrax se multiplient. Le major Doty s'inquiète de la présence des mouches dans le laboratoire. Plusieurs documents d'archives font référence à la présence de mouches sur les plateaux d'anthrax. Murray est furieux en lisant ce rapport. Il lui répond: « Cette histoire ne tient pas debout. Il est complètement inapproprié de soulever cette question à un moment aussi critique, alors que vous n'avez aucune preuve. Attrapez des mouches dans le laboratoire, vérifiez si elles sont porteuses de germes d'anthrax et faites-moi un rapport. » Le problème avec les mouches, c'est qu'elles vont partout. Elles peuvent se poser sur votre nourriture, sur vos vêtements. Elles peuvent se poser sur vous. Et si elles transportent de l'anthrax, ça devient très dangereux. Mais il n'y a pas que les mouches qui inquiètent le major Doty. Il soupçonne une fuite d'anthrax dans la pompe d'évacuation du laboratoire. Une fuite qui pourrait contaminer l'ensemble de l'île et tout le personnel. Major. Quelques jours plus tard, Richard Doty démontre par des tests sur des animaux que la pompe d'évacuation est bel et bien contaminée à l'anthrax. Cette production totalise maintenant 439 litres d'anthrax, nettement moins que l'objectif initial. D'après des spécialistes consultés, ces 439 litres représentent néanmoins 70 milliards de doses mortelles. Théoriquement parlant, il y avait assez d'anthrax à Grosse-Île pour détruire 30 fois la population mondiale de l'époque. À la mi-septembre 1944, c'est la deuxième conférence de Québec. Le premier ministre Mackenzie King accueille ses homologues Roosevelt et Churchill. Malgré sa présence lors des photos officielles, King ne participera pas aux discussions sur les stratégies des Alliés. Roosevelt s'y oppose. Le premier ministre canadien est pour l'instant préoccupé par son projet de loi qu'il s'apprête à voter pour imposer la conscription, ce à quoi s'oppose le Québec. Est-ce qu'on s'en est débarrassé de façon appropriée ou on a dompé ça dans un trou ou dans le fond de l'océan? Quant à la production d'anthrax, ils l'ont amené au milieu du fleuve Saint-Laurent. Ces révélations soulèvent de nombreuses questions, surtout lorsqu'on sait que les spores d'anthrax peuvent survivre dans les pires conditions pendant plus de 100 ans. Il en est tombé des choses dans ce fleuve-là. Il y a eu en 1914 le Empress of Ireland qui a coulé faisant 1477 morts. Un petit peu moins que le Titanic, on n'a pas entendu parler parce que la guerre commençait. Il y a aussi une bombe atomique qui a tombé dans le fleuve à Saint-André-de-Kamouraska. Rien de moins, les amis, une bombe atomique. C'est seulement 50 ans plus tard que l'accident a été avoué. La morale de cette histoire,
Ne laissez pas un laboratoire secret d'anthrax ou une bombe atomique venir ruiner vos vacances ou votre séjour. Les gens que vous croiserez sont tous sympathiques. L'excursion vaut donc le détour.